rites funéraires et des objets aussi sacrés dans lesquels par exemple on stockait les kyozutsu qui sont apparemment les kyozutsu c'était les contenants qui contenaient justement tout ce qui est les sutras, tous les livres un peu sacrés du bouddhisme. Ensuite, on va voir de quoi ça parle. Donc pendant ce temps, alors, il y a eu un autre type de céramique qu'on appelle le Suzuyaki, qui vient de la préfecture de Ishikawa, donc c'est un peu au nord d'ici là. La mer du Japon a été témoin d'une demande croissante de céramique. Du coup, en réponse à ça, on a commencé à construire des fours immenses dans la région pour produire encore plus de céramique. Ces produits qui étaient donc fabriqués ici ont été distribués dans toute la mer du Japon, quoi. Donc de la côte depuis Hokkaido jusqu'à Shimane dans le sud. Donc Echizen, là où on est actuellement, ces céramiques ont été du coup créées ici et exportées dans tout le pays, du nord au sud, sur la côte nord du Japon en tout cas. Et du coup, Echizen, c'est devenu le plus gros centre de production de céramique de la région Hokuriku. Hokuriku, je ne sais plus à quoi ça correspond exactement. En gros, c'est là où on est, mais je ne peux pas vous dire exactement à quelle ville ça correspond. Le glaçage, le reflet, la brillance, ouais. Merci pour les précisions, le chat. Dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez des messages en double ou c'est que moi? Juste pour savoir. Ah non, c'est bon, j'ai plus le bug. Bon, bien sûr, là, on s'intéresse un peu à l'histoire, mais maintenant, on va regarder les pièces. Donc voilà, là, vous voyez, en fait, sur cette pièce-là, par exemple, c'est une très belle illustration. Tous ces petits reliefs qu'il y a sur la céramique, c'est les cendres du bois dans le four qui viennent se poser sur la céramique et qui viennent du coup fusionner, qui viennent glacer le pot. Et c'est ça qui est apprécié dans la céramique de Echizen, c'est que déjà c'est une céramique assez sobre. Comme vous pouvez le voir, elles sont pas très colorées, c'est couleur terre. Et il y a aussi le côté aussi aléatoire de la cuisson qui est très recherché. Le fait qu'on ne sait pas ce que ça va rendre en fait entre le moment où tu le mets dans le four et le moment où ça sort du four, on ne sait pas quel sera le rendu final. Donc ça c'est un truc qui est très recherché, très apprécié. Un peu comme le laiko. Je connais pas trop laiko, là comme ça. Donc celui-là elle remonte au XIIe siècle, cette poterie là. Celle-ci qui est magnifique, elle remonte aussi au XIIe siècle. C'est un truc de fou, hein. Wow. Putain. Je sais pas ce qu'ils ont là. Vous voyez, c'est très... Là, en tout cas, c'est des vieux styles, hein. 13e, 14e siècle. Mais c'est très simple. Pas trop de recherche en termes de... On met des couleurs ou je sais pas quoi, tu vois. Ça reste assez terne comme le style de céramique. Là, c'était une jarre avec 2 poignées, là, ici. Là. 15e, 16e siècle, celle-là. Elle, on voit quand même qu'il y a des sortes d'inserts, là, comme du bleu. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à la cendre ou est-ce qu'ils ont mis quelque chose pour pigmenter ça? Je sais pas. Je sais pas trop, là, comme ça. C'est pas expliqué, en tout cas. Peut-être que c'est expliqué, mais en japonais, là. Ça dit quoi, viens voir? Non, je comprends pas trop. Je comprends pas trop en fait, c'est compliqué là. J'ai l'air des kanji comme ça sur la céramique. J'ai pas le niveau pour la lecture là. On me l'expliquerait à l'oral, je pourrais comprendre, mais en lecture, je suis une fraude en lecture. Elle est belle celle-là aussi là. Une sorte de petit logo là, un petit en taille, mais je sais pas à quoi ça correspond. Ça c'est 16e siècle celle-là. Ça laisse des sortes de gros grumeaux quand même. On voit là. Mais j'aime beaucoup cette texture là.
J'aime beaucoup cette texture. J'ai peur de craquer et d'acheter beaucoup de trucs ici. Hein. Faut que je reste raisonnable. Là, c'est un peu... Depuis le déménagement, c'est un peu la crise, là. Faut pas que je fasse de bêtises. Est-ce que je vais réussir à tenir ou pas le chat? Est-ce que je vais réussir à ne pas me mettre dans la merde? C'est le 12e, 13e siècle. 14e pour celle-là. Ici, on a quoi, là? 13, 14e siècle aussi, là. Ça a été extrait d'une tombe. Là, on a une sorte de four. Les fours, en tout cas certains fours, pouvaient ressembler à ça. C'est assez marrant comment ils sont élaborés. En pente comme ça, là. Là, c'est marrant. Donc là, vous voyez, là, c'est l'entrée du four ici. De folie d'acheter le musée. Alors ça, j'ai pas les fonds malheureusement, pas encore. Salut mamie. Donc là, vous voyez l'entrée du four, là, tu viens, j'imagine, colmater ici, là, l'entrée. Et par contre, pour le feu, c'est où que tu fous le feu ici? C'est à quel endroit que tu allumes les fours, là? Je comprends pas trop. Dommage, c'est pas très bien expliqué, là, mais je pense qu'on les verra plus tard dans la ville. Ce genre de four, on en verra sûrement. Mais c'est impressionnant hein, de se dire que que ça pouvait faire cette taille-là, quoi. En termes de productivité, là, ça a envoyé pas mal de bol. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout pour le second étage. On va revenir au premier étage. On va aller voir, il y a un autre type d'exposition. Et après, on va faire le shop. On va voir s'il y a des trucs à acheter ou pas. Hop. Ça va, il y a quand même du monde. Hein. Malgré le fait qu'on commence le live très très tôt là. On est combien? On est 89 pour l'instant. Là, j'ai commencé très tôt, hein, je suis désolé. Là, c'est la boutique ici. La boutique où je risque de potentiellement craquer. Mais avant la boutique, on va voir une autre partie du musée. Alors, on peut s'amuser avec, on peut essayer de... Si on veut essayer de reconstituer cette jarre qui a été détruite là. Et d'ailleurs ça a été pensé, je pense, exprès pour s'amuser avec là, parce que l'endroit avec les brosures c'est très lisse. Mais bon là, on va pas s'amuser à... De toute façon, on pourrait s'amuser en vrai. Vas-y, on va le faire après. On va essayer de reconstituer la poterie après. On va essayer de faire ça. Sans tout casser. Donc, bon, on va lire un petit peu. Là, je sais que vous dormez, vous allez vous endormir, je vais vous bercer, mais c'est intéressant. On est venu ici pour s'intéresser à la céramique. On va lire un petit peu de la doc. Donc, on va parler d'évolution de la céramique d'Echizen, donc avec notamment la période Edo ici. À partir de la période Edo, il y a de nombreuses formes, et plusieurs variétés de formes qui ont émergé, notamment ce qu'on appelle des ohagoro. C'est des pigments qui servent à noircir les dents, en fait. Le ohagoro à la base. Mais là, on appelle ça des jarres ohagoro. Donc des jarres aux pigments qui servent à noircir les dents. Il y a des pots octopus, les pots poulpes, des bouteilles à saké en forme de bateau, des plateaux, plein de trucs différents, quoi. Voilà, des formes un peu originales, quoi.
Et du coup aussi des objets sacrés, etc. Il explique, je lis dans les grands liens. La céramique des Tibétaines était quand même focus sur les objets un peu petits qui servaient à l'utilisation de un peu de tous les jours, quoi. Des trucs utilitaires plutôt que des trucs artistiques. À cette époque-là, les objets qui étaient un peu glacés de façon un peu un marron profond, presque très métallique, qu'on appelle du akabeto, ça a commencé à être de plus en plus commun. Et du coup, ce glaçage, il servait du coup à éviter que ce qu'on mettait dedans, donc ça peut être je sais pas, du gasoil ou du miso, peu importe, ça évitait que ça fuit. Comme c'était glacé, c'était des très bons contenants, très hermétiques, qui évitaient tout type de fuite. Ensuite, à partir de la moitié de l'ère Edo, ils ont commencé à faire des glaçages un peu plus de couleur lait blanc, un peu lait blanc. Et ok. Voilà. Pour résumer, des glaçages d'abord très noirs, marron foncé noir, un peu reflet métallique au début de l'ère Edo, et moitié ère Edo, ils ont commencé à faire des glaçages un peu plus blancs, un peu plus laiteux. Mais celui-là, en effet, là, ça c'est quand ça 18-19e, celui-là. Donc je pense que c'est ça dont il parle, le marron très profond là. Noircir les dents. Il y avait un truc qui se faisait au Japon, c'était de se noircir les dents avec des pigments. Il y a plusieurs raisons à ça. Les pigments de base, ils servaient à noircir les dents, mais apparemment ils ont été réutilisés aussi pour les céramiques. Quand tu mets des pigments dans un four avec des céramiques, ils vont glacer, ils vont s'incruster dans la céramique. Mais à la base, les pigments pour les dents, là, c'était pour plusieurs raisons. Il y a une raison, c'était... il y a plusieurs versions. Il faut faire une étude là-dessus. Hein. On va pas faire une thèse là-dessus. Mais il y en a une, c'est que c'était pour montrer qu'elle était mariée, qu'elle est plus dispo. Donc se noircissait les dents. Il y en a une autre qui disait que c'était pour des raisons un peu esthétiques. Ça, c'est un essai encore, j'en parle souvent, de Tanizaki Junichiro, qui est un auteur japonais que j'aime beaucoup, qui expliquait que la beauté de la femme japonaise à l'époque, donc fin Edo, début Meiji, quand le Japon commence à se moderniser, c'était un visage blanc, un visage très blanc, très pâle. Les Japonais admiraient les Européens et la peau blanche, très blanche des Européens. Là où les Japonais avaient une peau plutôt un peu plus bronzée. On dit jaune. Bien sûr, ils n'ont pas la peau jaune, mais les Asiatiques, en général, ils ont une peau un peu plus foncée que les Européens. Et du coup, les femmes japonaises, c'est pour ça à l'époque qu'elles ne voulaient pas, entre autres, bronzer. Aussi parce que si t'es bronzé, c'est que tu bosses dans les champs avec tes porcs, etc. Bref, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais toutes ces raisons-là, on recherchait à avoir la peau la plus blanche possible durant cette période-là. Et c'est pour ça aussi qu'on se poudrait le visage. Et apparemment aussi, encore une fois, il faut croiser les sources, il faut bien se renseigner. Il y avait aussi le fait de se noircir les dents, ça faisait ressortir la pâleur du visage. Le fait que tu aies une bouche toute noire, le visage paraissait encore plus blanc, encore plus éclatant qu'il ne l'est réellement. Voilà. C'est des pistes que je vous donne. C'est un sujet bien plus complexe que juste ce que j'ai dit en 5 minutes là. N'hésitez pas à faire des recherches là-dessus. Même moi, il faudrait que je creuse ça, mais c'est dur de trouver des sources fiables sur ça. C'est très dur. C'est très très dur. Ça, c'est un truc pour râper. C'est pour râper, donc pour faire de la cuisine, j'imagine. C'est fou qu'ils avaient déjà ça à l'époque, au 18e, 19e siècle, des trucs, machines à râper en céramique. Ça, c'était un poids pour faire du lest, mais du coup en céramique. Ça, c'était quoi? C'est quoi un ladle? Ladle en anglais, c'est une sorte de carafe, d'arrosoir, c'est ça?
avec une poignée là pour arroser les trucs. Là on avait un petit mortier pour écraser les trucs. Là c'est un bol avec un bec pour verser. Là c'est une céramique avec des petits patterns là qui ont été dessinés sur le bout. Ça c'était une bouteille pour le saké. Sacrée bouteille, hein. Sacrée bouteille. Oh, on peut faire... on peut toucher les trucs là-dedans apparemment. On peut regarder, on peut toucher. Voilà. Une louche. Ah c'est comme ça, la dalle c'est louche, c'est ça, Muraille, pardon. Merci pour la précision. Alors ici c'est quoi là qu'on a bien voir? Une sorte de grosse jarre. Ok, oh on peut faire des... c'est pour faire des photos ici. Ils ont créé plein de petits décors pour se prendre en photo. Donc là, petite imitation de salon là. Tu peux te poser ici, prendre tes photos, faire ton petit shooting photo, c'est mignon. Là pareil, regardez, ils ont fait ça ici aussi. Alors là il y a notamment des céramiques là, je pense qu'on peut les toucher celles-là du coup.